77 000 soldats de la force opérationnelle terrestre, 222 chars de combat Leclerc et 76 canons César. Ça semble pas beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est le résultat de l'effort que la nation a voulu bien consentir depuis 50 ans. Moi, en 1960, je crois que le budget de la défense, c'était 5,5% du PIB. Et au milieu des années 2000, on est tombé à 1,80 à peu près, quelque chose comme ça. Avant de maintenant de remonter à 2000, parce que je rappelle, moi, dans 40 ans de service, c'est la première loi de programmation militaire que je vois tenue. Donc, effectivement, on a baissé la garde, il fallait toucher les dividendes de la paix. Et effectivement, il y a eu des urgences opérationnelles qui nous ont quand même amenés dans les Balkans, en Afghanistan, un petit peu partout, en Afrique, dans les années 90-2000, moyennant quoi on a un outil aujourd'hui qui est vraisemblablement taillé très très court, en tout cas seul, pour une guerre de haute intensité. Arrêtons-nous sur ces chiffres, parce qu'il faut vraiment comprendre à quel point ces chiffres sont un choc pour beaucoup de gens, c'est-à-dire les canons César. Par exemple, quand on dit la France a donné maintenant à l'Ukraine tant de canons César, tant mieux, bravo pour les Ukrainiens, mais en réalité, c'est une grande partie du potentiel français. Regardez la réalité des chiffres. Vous rappeliez le général de Gaulle, toujours les mannes du général de Gaulle qui flottent en dessus de nous. Combien la France dépensait à l'époque, c'est-à-dire même avant, on est là pendant, alors il y avait les guerres Indochine, etc. Ouais. La 4ème République déjà, on était à 7,5% du PIB, c'est énorme, c'est colossal. On est engagé dans beaucoup de conflits aussi, mais c'est ça. L'effort nucléaire qui est énorme aussi dans les années fin de la 4ème République, début des années de Gaulle, et puis en fait c'est tombé extrêmement bas à 1,8%. Est-ce que les prédécesseurs avaient raison en réalité, c'est-à-dire est-ce que cette époque-là avait raison? De quoi? De descendre? Non, d'être aussi haut. Mais bien sûr. Je pense que oui. Oui, compte tenu. La défense, c'est un paquebot. Une fois que vous êtes sur l'air, vous courez pour des années, pour 20 ans. Si vous vous engagez sur un type de matériel, vous l'avez pour 40 ans. Vous l'avez pour 50 ans. Donc, vous devez, les choix capacitaires vous engagent. Et les mauvais choix qu'on a fait à une certaine époque, eh bien, on les paye pour des années. Est-ce qu'il y a là une erreur historique? Moi, je me rappelle très bien dans les débats politiques, il y a encore 10 ans, on considérait que ces gros budgets de la défense, c'était des trucs du tiers-monde, que les États modernes, la défense était un truc très secondaire, on était couvert par le nucléaire, et pour le reste, il fallait pas s'embêter à ce genre de choses qui sont un peu vulgaires. En réalité, un État libre a besoin d'une vraie défense. C'est le prix de la liberté. En fait, ce dont on discute, et là-dessus, c'est peut-être ça l'équation difficile pour nos dirigeants. C'est comme quand nous, on décide de se payer une assurance. Quand on fait les économies, parce qu'on a plein de trucs à faire, qu'il y a de l'inflation et tout, on se dit, en fait, l'assurance, allez, avant que j'ai, je sais pas moi, la foudre, un incendie, etc., c'est peut-être pas le truc le plus... Le problème, c'est que là, on se rend compte que voilà, quand on a lâché l'affaire, même à l'époque de Mitterrand, rappelez-vous, dans les années 80, regardez bien, quand tous l'équipement, les VAB et tout qu'on est en train de remplacer, c'est à cette époque-là, c'est en 81, 82, 83 qu'on a fait la Force d'Action Rapide, le VAB, les AMX, les CRC, le Leclerc, etc. On est encore avec eux maintenant. Et il faut les remplacer. Sauf qu'entre-temps, il y a eu tellement de... On est passé à 1,8 du budget. On était incapable de refaire ça. Donc aujourd'hui, on a ce problème-là. Est-ce qu'on se redonne les moyens d'avoir une armée qui a des capacités de combattre dans de la haute intensité? Les Français doivent comprendre à quel point on a baissé la garde. Et aujourd'hui, il faut faire un effort. Clairement, il faut arrêter de mentir et de ne pas dire... Parce qu'on a une excellente armée, mais elle est embryonnaire. Elle n'a pas les moyens de tenir longtemps, on va falloir la densifier, et il faut faire des choix. Ces choix-là, c'est les choix. On est en démocratie, c'est comme le choix de la mobilisation en Ukraine. Si on n'en parle pas aujourd'hui, on va rater le coche. Il faut être capable d'expliquer à nos téléspectateurs, et après ils choisiront. Mais il faut être capable de leur dire, voilà, le fait qu'aujourd'hui on ait choisi de ne pas mettre l'argent là, mais de faire le bouclier tarifaire sur le pétrole, ça donne ça. Ça donne que le jour où il faudra se battre, ou qu'il faudra mobiliser les jeunes Français, on n'a pas aujourd'hui les casernes pour les accueillir, et les capacités de les armer. On retrouve, la notion de sacrifice, c'est-à-dire le contribuable, soyons très concrets, le contribuable américain, par exemple, il le fait. Le paye. C'est-à-dire, il se sacrifie en partie pour payer bien davantage. On verra les chiffres dans un instant. Tout ça se chiffre. C'est pas simplement une volonté comme ça. Les Polonais sont à 4% de leur PIB. Et les Américains, c'est 4,5%. 4,5% du PIB, je crois. C'est 200 milliards. C'est quelque chose de considérable. Voilà, on n'en est pas là. L'armée ukrainienne compte aujourd'hui 1 million d'hommes. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il suffit pour toute l'Europe. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut entrer dans les négociations avec les Russes, avec la force.
N'oubliez pas que vous avez votre nucléaire derrière tout ça. Oui. Donc il a 77 hommes, c'est pour faire plaisir. Mais il y a le nucléaire et ça c'est une grande solution. Vous vous souvenez, en 75, il y avait cette décision que la dissuasion nucléaire est arrivée. Ça veut dire que on a bien compris qu'on va entretuer. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à baisser les dépenses pour l'armement. Ce que dit ici Oksana, je me permets de souligner, rappelez-vous, à l'époque, ça nous vexait un peu, nous, Européens de l'Ouest, quand Donald Rumsfeld, auprès de Bush fils, disait, en parlant de nous au sens large, la vieille Europe. Et il disait la jeune Europe, dynamique, combattante, allante, c'est les Polonais, les Baltes, etc. Quand on regarde la réalité des budgets de défense aujourd'hui, on se dit que c'est peut-être pas faux. Non, mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'énergie, les Polonais qui sont à 4% de leur PIB, l'énergie, le volontarisme, etc., c'est pas faux de dire qu'ils sont de leur côté. Et oui, puis c'est, en fait, de toute manière, puis en plus, ils ont quand même connu le poids, ils ont des raisons, le poids de la botte russe sur la nuque. Aussi, donc, ils ont envie de se développer, voilà. Etc. Donc, non, mais ils ont encore ça, c'est-à-dire qu'ils ont encore une vision stratégique. Le problème, c'est qu'effectivement, l'Europe de l'Ouest, c'est un peu, on a perdu, eux, ce sont encore des nations, et qui ont payé pour savoir ce que c'était que d'être une nation, une jeune nation. Parce que, rappelons, vous aviez l'ambassadeur de Pologne qui était invité tout à l'heure. La Pologne n'a réexisté comme pays indépendant qu'après 14-18, tellement ils avaient été dépecés et occupés par l'ensemble des puissances locales avant. Donc vous voyez bien que c'est des pays qui ont payé cher pour pouvoir exister comme nation récemment. L'Ukraine, c'est la même question. Nous, on est une vieille nation et on a failli mourir 2 fois pour des questions militaires. Je le rappelle, l'invasion de l'Allemagne en 1870 et 1940. 1940, on a été occupé et on a eu la chance d'avoir De Gaulle et d'après, avec les Alliés, être du côté des vainqueurs, mais honnêtement, c'était pas gagné. Et cette question de la défaite, parce que justement, on avait payé le prix du sang en 14-18, le défaitisme qu'on revoit encore, mais c'est les mêmes. On revoit les mêmes discours. Je l'ai vu là sur le 11 novembre, qui nous ont été sortis. Oui, mais la boucherie pour les machins, etc. C'est la même chose. C'est cette même, avant même d'avoir commencé à combattre, on a déjà vendu. Vous avez raison de souligner. Ça, moi, j'ai vu beaucoup de commentateurs dire mort pour rien. Mort pour rien, mais pas du tout. On n'est pas mort pour rien, bon sang. Nos grands-pères ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour qu'on puisse justement être libre. Le problème, c'est qu'on a transformé notre nation en une société de consommation. Alors, une société de consommation, évidemment, on est comme des criquets, on est dedans, on la bouffe, quand il n'y a plus rien, on passe à l'autre. Mais moi, je suis dans une nation, j'ai envie d'y rester. J'ai une culture, j'ai envie de la défendre, j'ai une démocratie, une liberté qui a un prix. Donc voilà, tout l'enjeu, il est là, en fait. Et ce qui est très impressionnant, c'est quand vous mettez en regard l'effort de défense de ces pays de l'Est et l'état de leurs finances publiques. Ce sont des pays qui se tiennent, qui sont conscients de leurs responsabilités. Et ils ont tous des budgets de l'État équilibrés. Ils ont un niveau de dette qui est considérablement inférieur au nôtre. Alors certes, ils ont profité des aides européennes, mais on voit... Et si j'ajoutais, et je serais à peine polémique, c'est les pays qui travaillent beaucoup plus que nous, en nombre d'heures par an. Donc tout ça se tient. Sans vouloir faire de généralisation hâtive, on sent quand même des gens qui ont une espèce d'énergie vitale qui est peut-être un peu supérieure à la nôtre. Je vais quand même dire quelque chose, c'est que depuis 40 ans, une des 2 nations en Europe qui sait à peu près payer le prix du sang, ça reste quand même la France. Oui. Bon, il faut quand même le dire. Parce que les autres, effectivement, c'est armons-nous, partez. C'est à peu près ça quand on fait des générations de force. Mais ceux qui ont eu des morts en Afghanistan, qui ont des morts au Mali, voilà. Il y a la France, il y a les Britanniques qui savent à peu près mourir. Et puis les autres, pas trop. Voilà. Donc je veux dire, il faut pas non plus faire du bashing en permanence. On a une armée qui a montré et qui reste une des seules armées opérationnelles d'Europe actuellement. Les Polonais, bien entendu. Avec des sacrifices considérables. Il faut toujours rappeler face aux islamistes, les dizaines de soldats français. Je crois qu'on est à plus de 50 soldats dans les opérations au Mali notamment. Oui, et puis en Afghanistan, on a eu presque 90 morts, je crois, à peu près. Donc moi, j'ai perdu 2 soldats en Afghanistan. C'est pour ça que ça me fait pas rire. Et l'armée française, c'est une armée d'abord qui est bien entraînée, qui est opérationnelle, elle est petite, mais qui sait aussi, les soldats savent mourir comme des soldats français, il faut le dire, et on meurt pas pour rien. Voilà.